Merci bien, Chérif Diop. Il est inspecteur régional de l'administration pénitentiaire à Dakar. Bonsoir, inspecteur, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Le coronavirus n'a pas épargné les lieux de privation de liberté. Aujourd'hui, quelles sont les prisons qui sont touchées? On parle de combien de personnes contaminées? Merci beaucoup, Aram. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Saluer les membres du personnel de l'administration pénitentiaire, à sa tête le colonel Jean-Bertrand Bokandé qui est le directeur de l'administration pénitentiaire. Effectivement, le coronavirus n'a pas épargné les lieux de privation de liberté. Et depuis le 2 mars, où le Sénégal a enregistré son premier cas, le coronavirus a effectivement entré en prison parce que notre premier cas positif est enregistré le 26 juin dernier à la MAC de Thiès. Et à la date d'aujourd'hui, 3 prisons sont concernées, notamment la MAC de Thiès, la MAC de Diourbel et aujourd'hui la MAC de Ziguinchor. Pour rappel, à la MAC de Diourbel, les personnes qui ont été en tout cas qui ont été atteintes de coronavirus sont tous guéries. À la MAC de Thiès, il reste à savoir, on va déterminer d'ici demain à après-demain les tests de guérison pour les gens qui étaient sous traitement. Donc aujourd'hui, concrètement, on peut dire que les cas concernés sont exclusivement à la MAC de Ziguinchor. Et au moment où nous parlons, le médecin chef de l'administration pénitentiaire a rejoint Ziguinchor depuis ce matin avec toute son équipe pour prendre les dispositions pratiques. À Ziguinchor, on n'a pas le dispositif nécessaire, adéquat. Oui. Est-ce qu'à Ziguinchor, nous avons le dispositif nécessaire pour parer à toute éventualité? Bon, vous savez, le dispositif nécessaire a commencé depuis la phase prévention jusqu'à aujourd'hui la phase traitement. La phase prévention, c'est d'abord au niveau national, c'est le dispositif pris au niveau étatique et l'administration pénitentiaire s'adapte aussi dans cette dynamique. Aujourd'hui, ce qui a été pris avant l'entrée du virus en milieu carcéral, ça concerne toutes les prisons du Sénégal. C'est notamment les mesures de suspension des visites des parents détenus, c'est la consigne du personnel qui a pris cours depuis le 25 mars. Je rappelle que depuis le 25 mars, le personnel pénitentiaire ne rentre plus chez lui. Il est consigné dans les lieux de privation de liberté. Et c'est récemment qu'il a commencé à regagner sa famille. Et après chaque retour de permission détente de 7 jours, le personnel observe une période de quarantaine dans les lieux qui sont indiqués. Maintenant, aujourd'hui, que le corona est entré en prison, notamment à Ziguinchor, c'est comme à Thiès, c'est comme à Diourbel, il a été identifié des centres de traitement. Et à Ziguinchor aussi, on a un centre de traitement. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que l'administration pénitentiaire n'est pas seule impliquée dans le traitement. C'est vraiment la stratégie nationale qui accompagne l'administration pénitentiaire, avec le ministère de la Santé et le centre des opérations d'urgence sanitaire qui nous accompagne et dans ce cadre-là. Si on s'arrête sur le cas de Thiès, les détenus étaient en train d'observer une grève de la faim. Je ne sais pas entre-temps si cela a changé ou pas, mais ils exigeaient à ce qu'un dépistage massif soit effectué pour tous les détenus. Est-ce que c'est envisageable? Bon, vous savez, comme j'ai dit, la stratégie de l'administration pénitentiaire obéit à la stratégie nationale. Aujourd'hui, le dépistage massif ne peut pas se faire en milieu carcéral. Même pas en milieu carcéral. Aujourd'hui, il n'est même pas indiqué le dépistage massif d'abord au niveau de la société. Ce qui est admis, c'est que les personnes asymptomatiques sont dépistées, ou bien les personnes en tout cas, qui présentent des signes sont dépistées. Sauf que là, il s'agit d'une population bien définie. On parle du dépistage massif au niveau national parce que nous n'avons pas des réceptifs suffisants, nous n'avons pas aussi le dispositif technique suffisant. Mais là, il s'agit d'une population bien définie, très vulnérable. C'est là où se trouve la pertinence de sa question. Bon, le dépistage massif... Est-ce qu'on peut l'envisager? Moi, je pense que ce qui est important dans le cadre du coronavirus en milieu carcéral, c'est qu'à chaque fois qu'il s'est agi d'un cas positif, les dispositions nécessaires ont été prises pour les contenir. Et aujourd'hui, à Thiès, on a commencé le traitement depuis le 26 juin et aujourd'hui, tous les cas sont guéris. Et qu'est-ce qui justifie le mouvement d'humeur? Bon, le mouvement d'humeur peut ne pas être lié au coronavirus. Vous savez, le mouvement d'humeur avec le milieu carcéral, moi, je pense que c'est quand même... Ça peut se comprendre. Pourquoi? Le mouvement, parce que c'est des êtres humains qui peuvent être Parce que les droits humains ne sont pas respectés, bafoués? Non, parce que je suis en train de vous dire que les détenus sont des êtres humains. Oui. Qui jouissent de droits et de liberté. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, la peine privative de liberté ne prive que de son droit d'aller et de venir. Oui. Et tous les autres droits leur Est-ce que les autres droits sont respectés? Vous savez, les droits de la société, libres, les gens libres, comme les droits des détenus,
les droits, c'est juste un idéal à atteindre. Moi, je pense que ce soit en milieu carcéral, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, pas un Cela veut dire quoi, un idéal à atteindre? Cela veut dire que c'est un idéal, il faut faire des efforts. Vous voulez dire qu'on ne peut pas respecter tous les droits? Je suis en train de vous dire que les droits humains, c'est un idéal. L'État, la société civile, la société, les familles contribuent à l'atteinte de cet idéal-là. Mais il y a des droits élémentaires parmi les droits humains. Et vous pensez que ce n'est pas Je vous pose la question. Mais c'est effectivement ce que je vous dis. C'est pourquoi je vous dis que c'est un idéal en milieu carcéral. Si on prend aujourd'hui le milieu carcéral, la première mission de l'administration pénitentiaire, c'est la sécurité. Ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Maintenant, la prise en charge des détenus en termes d'alimentation et de santé, parce que si on veut évaluer aujourd'hui le respect des droits humains en milieu carcéral, il nous faut des indicateurs. Aujourd'hui, pour apprécier le respect des droits humains en milieu carcéral, il faut des indicateurs. Pour moi, le premier indicateur, aujourd'hui, c'est l'alimentation. Le deuxième indicateur, c'est la santé. Le troisième indicateur, c'est le respect de l'intégrité physique des détenus. Maintenant, et la distanciation. Surtout dans un contexte de Covid, la distanciation. Bon, la distanciation, le milieu carcéral étant ce qu'il est, c'est difficile de respecter la distanciation. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire que c'est surpeuplé, vous voulez dire? Bon, la surpopulation, ce n'est pas exclusivement l'apanage de l'administration pénitentiaire du Sénégal. Aujourd'hui, tous les pays du monde. Mais on parle de l'administration pénitentiaire. Oui, mais c'est pour vous dire que la surpopulation... Des lieux de détention, justement. C'est pour vous dire que la surpopulation carcérale, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire, l'État, les pouvoirs publics, pour contenir la surpopulation carcérale. Est-ce qu'on doit considérer les lieux de détention au même titre que la société en général? Je veux dire, c'est des établissements qui ont un caractère assez spécifique. Est-ce qu'on doit, de ce point de vue, traiter les malades ou cette population-là de la même manière que la masse? C'est compte tenu de cette vulnérabilité que depuis le début, nous, on a été l'administration, je crois, qui a pris les mesures de lutte depuis le 5 mars. Le Sénégal a enregistré son premier cas le 2 mars. Donc depuis le 5 mars déjà, parce que nous sommes conscients de notre vulnérabilité. On a le directeur d'administration avait décidé de la suspension de tout ce qui est autorisation d'accès qu'il avait préalablement accordé aux représentations diplomatiques, aux ONG, à la société civile, aux étudiants et chercheurs. Entre-temps, le virus est entré. Le virus est entré le 26 juin en milieu carcéral. Et le virus est entré parce que, quelles que soient les dispositions prises aussi, les établissements continuent à fonctionner. Les détenus sont extraits régulièrement pour aller répondre à des convocations. Mais vous ne donnez pas de chiffres. Vous nous avez dit les personnes qui étaient contaminées dans tel lieu ont été guéries, d'autres sont en train de suivre leur traitement. En termes de chiffres, combien de personnes contaminées? Est-ce qu'il y a des décès? Ils sont au nombre de combien? Et aujourd'hui, quels sont les nombres? Il n'y a aucun décès lié au Covid en milieu carcéral. À ce jour? À ce jour. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, la seule prison qui est réellement concernée, c'est la MAC de Ziguinchor. Parce qu'à la MAC de Thiès, aujourd'hui ou demain, nous allons effectuer des tests de guérison. Ce sont les détenus ou les agents? Bon, à la MAC de Thiès, il y avait 2 gens concernés, mais ils sont guéris. Ils sont guéris. Maintenant, les chiffres sont contenus aussi dans les chiffres donnés au quotidien par le ministère de la Santé. On le conçoit, mais il serait bon de savoir à votre niveau pour qu'on puisse avoir une idée du taux. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour contenir. Est-ce que l'administration est en mesure d'endiguer cette contamination? Aujourd'hui, dans toutes les prisons, par exemple les prisons qui sont concernées, il y a des centres de traitement qui sont identifiés, qui sont équipés, qui sont aménagés, et le traitement se déroule sur place. Dans les autres établissements pénitentiaires qui ne sont pas encore concernés, ils sont en train d'identifier des sites de traitement. Moi, c'est ça qui est le plus important. L'autre aspect de la lutte, c'est comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Il y a la stratégie nationale qui nous accompagne, il y a le CICR, il y a l'OMS, il y a le ministère de la Santé, entre autres. Dans chaque établissement pénitentiaire, l'établissement pénitentiaire est rattaché à un district qui est rattaché à une région médicale. Donc nous ne sommes pas seuls. Et aujourd'hui, au-delà du Covid, quelles sont les autres pathologies quand même présentes dans les prisons sénégalaises? Les plus présentes? C'est comme les pathologies qui sont présentes aussi dans la société libre. Hein. Les détenus, comme la société libre, les gens fréquentent les infirmeries. Quand l'infirmerie est dépassée, on les transfère dans les structures hospitalières et puis la vie continue. Il n'y a pas des maladies dues justement à cette promiscuité-là qui est tant décriée. Bon, la promiscuité est décriée, mais ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que
Vous savez, il y a beaucoup de perceptions. Donc il n'y a pas de solution aujourd'hui par rapport à cette surpopulation-là, cette promiscuité. Les solutions sont en train d'être trouvées, parce qu'il faut pas oublier que la permanence des chambres criminelles est une solution, parce qu'au début, avec les cours d'assises, c'était par session. Chaque année, on avait 3 sessions de cours d'assises pour 4. Aujourd'hui, les chambres criminelles sont permanentes, ça c'est un. Deuxièmement, c'est les mesures d'aménagement de peine qui sont régulièrement accordées aux détenus. Je rappelle que pas plus tard il y a 2 semaines, le campement de Liberté, on a reçu le coordinateur des JAP pendant 3 jours qui ont siégé pour accorder des mesures de libération conditionnelle à des détenus qui sont condamnés. Il y a la grâce présidentielle pour un peu aussi soulager les détenus. Mais cela n'allège pas le taux d'occupation, qui reste toujours supérieur à la norme. Pour le taux d'occupation aussi, il faut saluer les efforts de la hiérarchie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui ont reçu des réaménagements, des réhabilitations. Il y a des chantiers en cours, des chantiers qui sont déjà livrés. Et en termes de chiffres aujourd'hui, c'est quoi? Par exemple, à Rebeuss, à Thiès, on a pour le nombre de personnes prévues, on se retrouve avec combien de personnes? Bon, on ne peut pas le dire par prison. Ce qui est clair, c'est que nous, quand les gens parlent de surpopulation carcérale aussi, c'est une notion qui n'est pas tout le temps maîtrisée sur le plan scientifique. Parce que quand les gens parlent de surpopulation... C'est très simple. Si on prend l'Observateur national des lieux de privation de liberté, je pense que c'est un indicateur qui peut être utilisé aujourd'hui sur une base bien scientifique, puisqu'elle fait le tour des prisons et elle a à son niveau des données que la grande masse ne maîtrise pas. Donc à ce niveau, si on parle de taux d'occupation qui est supérieur à la norme, c'est qu'on se réfère à ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, on nous parle de 120 voire 130, ce qui est supérieur à la norme, le taux d'occupation. Bon, vous savez, la surpopulation, les gens discutent beaucoup sur la surpopulation. Moi, je pense que ce qui est aujourd'hui constant, c'est que les établissements reçoivent beaucoup plus de monde que prévu. Ça, c'est clair au moins. C'est tout ce qu'on est en train de dire par surpopulation. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire pour contribuer à cette surpopulation. Aujourd'hui, à Rebeuss, nous allons très prochainement inaugurer, ou bien en tout cas rendre fonctionnel 2 chambres. À Rebeuss, c'était prévu pour combien de personnes? Il y a beaucoup de théories dedans, mais ce qu'il faut comprendre... C'était prévu pour combien de personnes? C'est difficile de dire ce que telle prison... Moi, on en est combien? Bon, à Rebeuss, avec le contexte de la pandémie, l'effectif a drastiquement baissé, parce que Rebeuss ne reçoit plus de mandats de dépôt. Aujourd'hui, tous les mandats de dépôt hommes sont transférés. Sans Covid, il recevait combien de personnes, cette prison? Bon, on ne peut pas le dire. L'essentiel, c'est que Rebeuss est la seule maison d'arrêt du Sénégal. Et Dakar, tous les détenus de sexe masculin sont transférés à Rebeuss au quotidien. Les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, tout le monde défère à Rebeuss. Ça veut dire que, on ne peut pas dire que le chiffre, parce que ça peut varier. Vous ne voulez pas donner de chiffres? Non, ce n'est pas que je ne veux pas donner de chiffres. Mais vous ne travaillez pas sur les chiffres? Je ne veux pas donner de chiffres qui n'est pas, en tout cas, conforme à la réalité. Je veux être très prudent. La Ligue sénégalaise des droits humains préconise que l'on libère les personnes infectées pour qu'elles puissent être traitées avant peut-être de voir quelle est la suite à donner à leur cas spécifique. Est-ce que cela aussi c'est possible de l'envisager ou l'administration pénitentiaire ne s'est pas encore penchée là-dessus? Mais les personnes infectées sont en train d'être traitées. Donc moi je pense que les libérer, je ne vois pas... Est-ce que les conditions sont réunies pour que ces personnes ne puissent pas... Mais ces personnes-là ne sont pas... Même si c'est dans les stations pénitentiaires, c'est dans des endroits qui sont dédiés à cet effet. Les personnes-là ne sont pas dans la grande masse. Et comme à côté, les agents, ils sortent, ils reviennent, ils peuvent être en contact avec des personnes touchées. C'est justement tout ce qui fait la vulnérabilité de l'administration pénitentiaire. Et la situation même des agents même de l'administration pénitentiaire, parce que vous avez dit tantôt qu'ils sont restés des mois sans rejoindre leur domicile. Maintenant, cela a nécessairement des incidences aussi bien sur le plan psychologique et devrait avoir une incidence sur le plan financier. Est-ce que aussi cela a été pris en charge pour motiver ces agents? Permettez-moi vraiment de féliciter et d'encourager les personnes pénitentiaires parce que comme vous l'avez dit, depuis le 25 mars, ces vaillants agents sont consignés au niveau en tout cas des services.
Dernièrement, on a commencé à accorder des permissions de temps de 7 jours et après chaque retour de permission, ils sont mis en quarantaine de 14 jours avant de réintégrer les services. Maintenant, sur le plan psychologique, comme vous avez dit, il y a des efforts à faire. C'est-à-dire des efforts quand je dis qu'il y a des efforts à faire, c'est que les gens ont besoin d'assistance psychologique parce que c'est un personnel qui peut être affecté parce qu'ils ne sont pas privés de liberté. Maintenant, compte tenu de la spécificité de la cible, on ne peut pas se permettre aussi d'interdire, parce que le but de la manœuvre, c'est de réduire le mouvement ou bien de réduire le contact entre les détenus et le milieu extérieur. On veut être cohérent. On a interdit, on a suspendu les visites familiales, on a suspendu l'introduction de colis et de plats. On a suspendu la visite des ONG, des associations. Et à quand la reprise des visites justement? Parce que ces visites aussi avaient toute leur importance en termes Bon, les visites ont leur importance. On a interdit les visites, mais en même temps, on a mis aussi un système palliatif à travers les communications téléphoniques. Aujourd'hui, tous les détenus ont le droit d'appeler. Et les familles aussi. C'est gratuit? Ah non. C'est presque gratuit. C'est presque gratuit parce qu'aujourd'hui, vous allez au campement. C'est le détenu qui paye. Vous savez, il y a des appels, il y a des appels qui ne sont pas, il y a les appels sociaux. Le détenu, à son arrivée, il a obligatoirement droit à un appel pour informer sa famille. En temps normal, avant la Covid, les détenus il y avait des cabines téléphoniques où les détenus qui ont le pécule. Le détenu reçoit combien par jour? Par communication. Non, par argent. Pouvoir payer sa communication. Non, ça c'est son argent. C'est l'argent que lui verse sa famille, c'est l'argent que lui verse. Vous versez combien par jour? Aux détenus. Non, nous ne pouvons pas verser d'argent aux détenus. Nous avons une prime d'entretien aux détenus. J'aimerais qu'il me dise combien est retenu pour le téléphone? Voilà, c'est ça qui est important. Pour le déjeuner. Aujourd'hui, ce qui est retenu pour le téléphone, les détenus, ils déboursent 30 francs pour avoir une minute de communication. Et avant la pandémie, vraiment, cela n'était pas le cas. C'était plus que ça. 50 francs au maximum. Et avec la pandémie, on a encore réduit. Et parallèlement à ça, chaque détenu a le droit d'appeler au moins une fois par semaine gratuitement. Donc moi, je pense que ça aussi, c'est fait pour un peu continuer à maintenir le contact avec les Pour la Tabaski, vous avez également effectué un réaménagement par rapport pour la Tabaski, parce que c'est une forte doléance des détenus. Nous gérons l'aspect sécuritaire, mais on ne doit pas aussi être sensible aux préoccupations des détenus. Moi, mon bureau se trouve au campement de Liberté 6. Et très souvent, il y a des détenus qui nous interpellent pour vous dire que, bon, vraiment, on aimerait bien qu'avec la Tabaski, qu'il y ait un... Voilà, donc, la Corité, on ne l'avait pas fait, mais quand même, on ne doit pas rester insensible, comme j'ai dit, aux préoccupations des détenus. Et c'est une forte préoccupation des détenus au plan national, parce que chaque jeudi après-midi, à 16h, tous les inspecteurs régionaux, moi je gère la région de Dakar, tous les inspecteurs régionaux font des rapports adressés au DAP, et dans ces rapports-là, il est régulièrement revenu la nécessité d'alléger un peu pour permettre aux détenus de communier avec leurs familles. Et qu'est-ce qui change pour la Tabaski? Bon, pour la Tabaski, c'est juste pour permettre aux familles de partager avec les détenus. Parce que même si les familles ne venaient pas, l'administration pénitentiaire a pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en charge, en tout cas pour assurer aux détenus, en tout cas de célébrer la fête dans les règles. Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qui dure combien de temps? Ce changement-là. Bon, pour le moment, c'est juste pour des questions, comme j'ai dit, sociales, pour des questions de maintien des liens familiaux. On a dit que cette mesure concerne 3 jours. Maintenant, au-delà de ces 3 jours-là, l'autorité va... 3 jours à compter de la Tabaski. À compter du vendredi. Très bien. Et après, pour ce qui est des jours à venir, on est dans une posture où aujourd'hui, ou dans un contexte où il y a beaucoup plus de cas. C'est vrai que beaucoup de restrictions ont été levées par rapport à la société de manière générale. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'administration pénitentiaire pour faire en sorte qu'à l'intérieur, que cette maladie-là puisse être endiguée et qu'on n'enregistre plus d'autres cas à long terme? Bon, on ne peut pas affirmer qu'il y aura plus de cas, parce que comme j'ai dit, nous pouvons mettre toutes les dispositions nécessaires à notre niveau, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs de la justice. Oui, mais est-ce qu'il est prévu que les mesures soient corsées ou que vous allez continuer à maintenir cette situation? Les cas qui seront détectés seront transférés au centre et peut-être référés au ministère de la Santé. Qu'est-ce qui va changer ou rien ne va changer? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de lutte suit la situation au niveau national. Aujourd'hui, il n'est pas encore envisagé de lever
les mesures qui sont prises. Ces mesures-là sont de vigueur. C'est notamment la suspension des visites, c'est la consigne du personnel, c'est la quarantaine après un retour de permission. C'est vraiment... Les visites vont reprendre quand? Bon, pour les visites, ça dépend de l'évolution de la maladie. Mais les visiteurs peuvent venir en respectant les gestes barrières. Vous savez, vous avez dit tantôt que l'administration pénitentiaire constitue une vulnérabilité. La distanciation sociale est difficilement respectée en milieu carcéral, vous l'avez dit. Et c'est conscient de cette situation-là que nous aussi, on veut prendre les devants. Prévenir vaut mieux que guérir. Moi, je pense que nous sommes des Sénégalais. Nous avons des parents en milieu carcéral. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Ce n'est pas parce que je suis inspecteur administratif que je n'ai pas un parent qui est en milieu carcéral. Mais les interdictions les suspensions qui sont effectuées, vraiment, c'est exclusivement destiné à protéger les détenus. Ça, il faut que les Sénégalais le comprennent. Et les détenus eux-mêmes, en tout cas, sont conscients de cette posture de l'administration pénitentiaire. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a une commission de crise, un comité de crise qui se réunit chaque semaine au sein de que le directeur de l'administration pénitentiaire dirige. Et cette commission-là, il y a le médecin chef de l'administration pénitentiaire qui siège au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire. À chaque fois que la situation de la maladie l'exige, les gens vont prendre des mesures. Il y a des agents permissionnaires qui vont rejoindre leur famille pour la fête, où vous allez vous conformer à la consigne du ministre de la Santé qui demande à toute personne de fêter la Tabaski là où elle est. Nous déjà, le personnel est consigné depuis le 25 mars. Aujourd'hui, les seuls gens qui auront la chance de fêter la fête en famille, c'est les gens-là qui vont tomber, à qui leur permission coïncide avec en tout cas la fête. Il y aura des primes quand même. Pour les primes, il faut reconnaître que la hiérarchie a fait des efforts considérables à 2 reprises. Maintenant, les primes, les indemnités, nous, on est en tout cas, le personnel en a besoin. Le personnel en a besoin et les plus hautes autorités aussi sont conscientes. Qu'est-ce que vous appelez effort considérable? Bon, à 2 reprises, le directeur de l'administration pénitentiaire a motivé le personnel pénitentiaire avec des montants considérables et le personnel a vraiment apprécié. Maintenant, la prime, la consigne étant extrêmement difficile, surtout par rapport Vous attendez aussi de l'accompagnement psychologique qui est extrêmement important. Effectivement, le personnel a besoin d'un accompagnement psychologique qui peut se faire intramuros, mais ce serait bien, et la hiérarchie en est très consciente, des démarches sont en train d'être faites dans ce sens-là et le personnel sera accompagné dans ce cadre-là. Merci beaucoup, inspecteur Mbaye Sarr, c'est inspecteur régional d'administration pénitentiaire de Dakar. Merci également à Serigne Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même Pierre Da Silva, s'il te plaît. Demain à la même heure. Excellente soirée sur la tête. Merci. Yo, Pierre.